De Pékin à Moscou, 8000 km en train nous attendent, à bord du Transmongolien, une des 3 branches du mythique Transsibérien. Nous quitterons la capitale chinoise en longeant la Grande Muraille, puis nous traverserons le désert de Gobi pour plonger dans le temps en Mongolie. Nous atteindrons ensuite la Russie, pour plonger réellement cette fois-ci dans le lac Baïkal. Ensuite, nous traverserons la Sibérie et la chaîne de l'Oural, ce qui nous ramènera en Europe pour finir notre périple à Moscou. Depuis toujours, la Mongolie est associée au nom de Gengis Khan, à la vision de vastes steppes, de chevaux sauvages au galop et de ciel bleu démesuré. Aujourd'hui encore, la Mongolie semble appartenir à un autre monde. Elle reste assurément l'une des dernières grandes destinations aventureuses d'Asie. Enclavé entre la Chine et la Russie, le pays couvre une superficie d'environ 3 fois celle de la France, pour une population de 2,5 millions d'habitants, dont la plupart sont encore nomades. Avec une altitude moyenne de 1580 mètres, c'est l'un des pays les plus élevés au monde. Si la Mongolie compte plus de 260 jours d'ensoleillement par an, elle connaît un climat extrême. Les hivers sont longs et rigoureux. On voit souvent de la neige dans le désert de Gobi jusqu'en avril, et certains lacs restent gelés jusqu'en juin. L'été se caractérise par une courte saison des pluies, de mi-juillet à septembre, mais les précipitations sont brèves et peu abondantes. Des ossements découverts dans le désert de Gobi et dans d'autres régions de Mongolie témoignent d'une présence humaine remontant à près de 500 000 ans. Malgré les étés courts, la culture du blé a coexisté pendant des milliers d'années avec l'élevage nomade que les Mongols ont adopté après avoir domestiqué les chevaux, les yaks et les chameaux. Vers l'an 620, sous la dynastie Tang, le nom mongol apparaît pour la première fois dans les archives chinoises. La Mongolie est alors dominée par un peuple turc, les Ouïghours, qui contrôlent le pays jusqu'en 840 avant d'être vaincus par les Kirghizes. Du Xe au XIIe siècle, les Mongols, incapables de former des alliances, forment une confédération peuplée de clans rivaux. En 1189, naît un jeune Mongol du nom de Temujin. Il s'impose et parvient à unifier la plupart des tribus, ce qui lui vaut le titre de Gengis Khan, empereur universel. Il incarne pour son peuple la force, l'unité, le droit et l'ordre. Après avoir établi sa capitale dans l'actuel Karakorum, il lance son impressionnante cavalerie à l'assaut de la Chine et de la Russie. À sa mort, en 1227, l'empire mongol s'étend de Pékin jusqu'à la mer Caspienne. Levé sur les rives de la Toula, Oulan-Bator est hérissé de hautes tours d'habitation de conception stalinienne. Au centre de la ville se trouve la place Souk-Bator, où Damindi Souk-Bator, le héros de la Révolution, proclama en 1921 l'indépendance de la Mongolie. C'est également là qu'eurent lieu en 1989 les premières manifestations pro-démocratiques qui aboutirent finalement à la chute du communisme. Une énorme statue de Gengis Khan sur son cheval orne le centre de la place. L'empereur universel est encore, de nos jours, la grande fierté des Mongols. Introduit en Mongolie au 8e siècle par Kublai Khan, le petit-fils de Gengis Khan, le bouddhisme tibétain s'est très vite répandu dans le pays. Des liens profonds unissent la Mongolie et le Tibet.
Une fois dans sa vie, un Mongol bouddhiste tente de se rendre jusqu'à la ville sainte de Lhasa. De leur côté, les Tibétains ont souvent eu recours à des tribus mongoles pour maintenir leur autorité. En 1921, lors de la prise du pouvoir par les communistes, la Mongolie comptait environ 700 monastères pour une population de 110 000 lamas. Dans les années 30, des milliers de moines furent arrêtés et envoyés dans les camps de travail en Sibérie. Les monastères furent fermés et toute forme de culture fut prohibée. La liberté religieuse ne fut restaurée qu'en 1990. Depuis, on assiste à un phénomène de renouveau de la foi bouddhiste. Les monastères et les temples ont été réouverts. Ils portent toujours des noms tibétains. Cohabitant volontiers avec le bouddhisme, le chamanisme est toujours très répandu. Il repose sur l'autorité du chaman, le prêtre médecin doté de pouvoirs curatifs qui éloigne les mauvais esprits grâce au contact privilégié qu'il entretient avec les morts. Signe tangible de ce système de croyance, on trouve encore en Mongolie de nombreux petits oboses, petits amoncellements de pierres ou de bois posés au sommet des collines ou des montagnes en hommage aux dieux. Tout à coup, entre deux bâtiments, nous tombons sur la yourte de Gengis Khan. Après avoir unifié les tribus mongoles, Gengis Khan mena une politique de conquérant. Il mit en place un certain nombre de réformes militaires, faisant de la discipline, fondée sur le yazak, loi mongole très stricte, l'une des bases de son armée. Gengis Khan était persuadé qu'il avait pour mission de conquérir le monde. Plus qu'à la colonisation ou à l'enrichissement personnel, il s'adonnait à l'annexion de nouveaux territoires. Il fonda ce qu'il convient d'appeler un empire, sans équivalent alors dans l'histoire des peuples nomades. Il serait faux de ne voir en Gengis Khan qu'un barbare conquérant. Il était ouvert à toutes les religions, ainsi qu'à l'art et à la philosophie. De plus, dans l'empire mongol, les femmes étaient égales à l'homme et prenaient part à toutes les décisions importantes. Le monastère bouddhique tibétain de Gandon fut épargné par les communistes pour impressionner les visiteurs étrangers. Ce monastère, dont le nom signifie littéralement « grand lieu de la joie absolue », est l'un des édifices les plus étonnants de la capitale. Il renferme plusieurs temples somptueux, ornés d'or et de pierres précieuses, où résonnent aujourd'hui à nouveau les chants et cérémonies des quelques 150 moines qui y vivent. Gandon formait à lui seul une véritable ville indépendante à l'intérieur d'Oulan-Bator. C'est là que l'on recevait la plus haute et la plus complète éducation religieuse et que l'on décernait les titres scolastiques de plus haut niveau. Cette statue magistrale, d'une valeur inestimable, mesure plus de 25 mètres de haut. Détruite et emportée par morceaux en URSS à la fin des années 30, elle a été reconstruite depuis, parallèlement à la restauration du temple. Les bouddhistes font tourner des moulins à prière tout en récitant le mantra Om Mani Padme Hum. Salut à toi, joyau sorti de la fleur de lotus. De cette façon, les prières inscrites sur le moulin
peuvent s'envoler vers Bouddha, auquel le mantra fait référence. La Mongolie est le seul pays nomade au monde. Il y a encore de nos jours plus d'1 million de nomades. Les pâturages sont la propriété de tous. Les clôtures sont inconnues. En hiver, par -40, les animaux les plus jeunes et les plus faibles passent la nuit dans les yourtes avec les humains. Nous voyons ici un obo autour duquel les Mongols tournent dans le sens des aiguilles d'une montre pour montrer leur foi. Mais revenons quelques instants sur l'épopée mongole au XIIIe siècle sous Gengis Khan, dont le nom signifie empereur océanique. Son nom de naissance est prédestiné puisqu'il se nommait Temujin, littéralement l'homme de fer. C'est un génie militaire. Il impose une discipline de fer à son armée. Les troupes évoluent par unité de 10 guerriers où chacun est responsable de la sécurité des autres. Si, lors d'un combat, un ou plusieurs guerriers sont tués, les survivants doivent ramener les corps. S'ils les abandonnent, ils sont à leur tour exécutés. Chaque soldat possède 2 ou 3 chevaux afin de parcourir de grandes distances. Il a également plusieurs petits arcs faits de 13 différents matériaux allant de la corne de bélier au tendon de bœuf en passant par les fils de soie. Il faut plus de 6 mois pour fabriquer un de ces arcs exceptionnels dont la portée dépasse 300 mètres. La tactique de guerre mongole est faite d'attaques légères et de ruses visant à tromper l'adversaire, telles de fausses retraites pour faire tomber leurs poursuivants dans des pièges où ils seront exterminés par l'armée principale. Gengis Khan meurt en 1227. Personne n'a jamais retrouvé sa tombe. En 1237, les Mongols traversent la Volga et conquièrent Kiev. En 1241, ils battent les troupes chrétiennes à Cracovie. La Hongrie est mise à sac. Un tiers des Hongrois sont tués ou déportés. C'est à ce moment-là que les Européens nomment les Mongols les Tartares, du latin Tartaros, signifiant enfer. Heureusement pour les Européens, le fils de Gengis Khan meurt et les Mongols se retirent d'Europe pour aller choisir un nouveau Khan. Ce sera Kublai Khan, le petit-fils de Gengis Khan. Ce dernier achève la conquête de la Chine. Puis, au lieu de chercher à agrandir davantage le royaume, il s'efforce de l'unifier. C'est la Pax Mongolica, l'âge d'or de l'Empire mongol. C'est le summum de l'art, de la culture et surtout du commerce avec l'Occident. De cette époque où la force et l'agilité étaient deux qualités maîtresses, sont restées les traditions de lutte mongole ainsi que de tir à l'arc. Les Mongols parcourent des centaines de kilomètres pour prendre part à ces compétitions. Dès 1294, après la mort de Kublai Khan, l'empire se fissure. Des factions rivales se forment et les Chinois commencent à s'opposer au joug mongol. En 1368, ils sont chassés de Pékin par le premier empereur de la dynastie Ming. En 1911, à la fin de la dynastie Qing, les Mongols proclament leur indépendance et mettent en place un gouvernement provisoire sous l'autorité de Bogd Khan, le 8e Bouddha vivant. En 1924, proclamation de la République populaire de Mongolie, qui devient le 2e pays communiste au monde, dirigé par le Parti populaire révolutionnaire mongol. La Mongolie tombe ensuite sous le joug de Moscou et devient une république satellite de l'URSS. En 1990, des manifestations pro-démocratie commencent à secouer le pays, encouragées par la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev qui transforme l'URSS. Finalement, en 1996, la victoire de la coalition d'union démocratique aux élections législatives met fin à 75 ans de communisme.